Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va voir ensemble pourquoi et comment passer à une solution de centre de contact en SaaS boostée par l'IA. Et pour cela, j'ai la chance d'être accompagné par Olga. Alors Olga, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Olga Marolo. Je suis chef de projet CX chez Locan depuis plus de 10 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour co-animer ce webinaire avec Frédéric. Alors, mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos clients à l'utilisation de notre solution et je m'assure en fait que la solution déployée est bien adoptée par les équipes, qu'elle s'intègre dans le process du client et que sur la durée, ça apporte de la valeur. Et comme j'ai un peu le recul du terrain maintenant, je vais vous partager quelques cas avec ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné durant la présentation, voilà, et puis surtout lors des migrations d'une solution historique vers une solution SaaS. Voilà. Ouais. Parfait, c'est exactement le sujet. Donc moi, je suis Frédéric Canavette, je suis responsable des projets digitaux chez Locan. Donc dans ce webinaire très riche, on va voir déjà une petite présentation d'Eloquent pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ensuite, une petite partie assez rapide, c'est pourquoi passer d'une solution on-premise classique à une solution SaaS boostée par l'IA. Ensuite, nous parlerons des cas clients, des bonnes pratiques, des erreurs à éviter, avec un exemple de macro-planning. Et à la fin, bien sûr, on verra les conseils de nos partenaires consultants, puisque c'est vrai que nous, on a notre vision en tant qu'éditeur, mais c'est bien d'avoir la vision des consultants qui sont souvent en amont, pendant et après le déploiement de la solution de centre de contact. Donc, c'est une vision complémentaire qui vous parlera un petit peu plus de sujets organisationnels, process, parcours client, qui sont un petit peu moins du lot d'Eloquent, puisque là, nous, on est vraiment là pour implémenter la solution. Et bien entendu, n'hésitez pas, Eric, Stéphane, Benoît, à poser vos questions durant la session. On y répondra avec grand plaisir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Eloquent est éditeur de solutions SaaS, justement, de logiciels de gestion de la relation client, à la fois du centre de contact, mais également de la solution de voix du client et du collaborateur. C'est plus de 25 ans qu'on existe, on a une centaine d'experts à votre disposition. On gère près d'un demi-milliard d'interactions, chat, email, chatbot, callbot, réseaux sociaux, WhatsApp, etc., etc. Et on gère à peu près 150 millions d'enquêtes de satisfaction. Donc, comme je vous disais, on a une solution qui permet en fait, donc d'aller piloter votre relation client avec un orchestrateur omnicanal qui permet de gérer la voix, les emails, les réseaux sociaux, le messaging, la visio-assistance, etc. Des outils pour piloter le centre de contact, de la supervision, du quality monitoring, du workforce management. Et bien entendu, on va mesurer cette qualité-là avec des enquêtes de satisfaction et en intégrant également la partie IA, que ce soit pour automatiser des actions, chatbot, callbot, ou alors faire de l'analyse. Nous, on le voit chez nos clients, on a généralement 25% de productivité en plus, de la satisfaction d'augmentation et de l'engagement collaborateur. Parmi nos références, quelqu'un nous a parlé tout à l'heure du domaine des assurances. On a pas mal de sociétés d'assurance. Là, vous avez par exemple Soliazar, la Naïf, la Massif, le Groupe Vif, le BPCE, Société Générale, Crédit Agricole. Mais on a également des entreprises dans d'autres secteurs, comme par exemple les infras, les télécoms, ou même l'industrie avec Enedis, EDF, Veolia, etc. Alors la première question, c'est souvent celle qu'on se pose, pourquoi je changerais, pourquoi je passerais une solution SaaS boostée à l'IA? Alors, j'ai essayé de résumer ça en quelques slides. Les premiers, et c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est gagner en agilité. Tout simplement parce que lorsqu'on a une solution en SaaS, on va réduire le temps de déploiement et on va pouvoir gérer plus simplement l'omnicanal, puisqu'en fait, la solution est gérée par l'éditeur. Et quand on va ajouter un canal supplémentaire, WhatsApp, Visio, RCS, peu importe, et en fait, c'est juste des modules à activer et à installer dans votre instance. Donc, il n'y a pas de déploiement qui est fait sur vos propres serveurs. Les évolutions également sont plus rapides puisque c'est nous qui passons régulièrement avec ces évolutions. On travaille aussi sur tout ce qui est variation de l'activité, puisqu'en fait, on va pouvoir gérer très simplement les pics de demande et sécuriser les mises à jour, puisque c'est nous qui gérons tout ça. Ce n'est pas comme si c'est installé chez vous, où vous devez tout simplement, à chaque fois, mettre à jour les logiciels, vérifier que ça marche, que ça passe, etc. Le déploiement de modules est également vachement plus simple, puisque le quality monitoring, la visio, etc., le workforce management peut être déployé en quelques clics.
tarification, c'est plus simple puisque nous, en tant qu'éditeur, on peut proposer des tarifications à la minute aux utilisateurs nommés, aux concurrents, etc. Donc, c'est extrêmement souple et on s'adapte au business model de chacun. L'autre point, c'est réduire bien sûr la charge technique et concentrer vos équipes sur la valeur ajoutée plutôt que sur la gestion de l'infra, la gestion de serveurs. C'est un petit peu notre métier et on sait ce que c'est de vérifier que quand il y a une mise à jour de Java ou des choses comme ça ne casse pas tout. Donc ça, c'est un vrai métier, ça prend du temps et c'est parfois en fait des coûts cachés. On va pouvoir gérer également tout ce qui est sécurité, résilience, PRA et bien sûr la haute disponibilité. Et on a parlé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est dans le domaine médical, tout ce qui est certification ISO, HTS, etc., qui permettent en fait d'être sûr que nous, on gère nos infrastructures de manière professionnelle. L'autre intérêt, c'est d'avoir un seul interlocuteur qui gère la partie informatique, téléphonie, infra, et pas se dire « Ah, c'est le téléphone qui ne marche pas, c'est ce truc-là qui ne marche pas ». Donc là, tout est centralisé. L'autre point, et Olga en parlera tout à l'heure, c'est les API, les web services, l'intégration au système d'information. Ça, c'est souvent un enjeu qui est complexe et compliqué à gérer dans des systèmes. Et bien sûr, comme Eloquent est éditeur intégrateur de ces solutions, en fait, on a un accès privilégié à la R&D. Il n'y a pas très longtemps, on a justement un client fonctionnalité IA qui, nous, n'était pas top numéro 1 dans notre roadmap, qui était plutôt numéro 2. Là, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a changé notre roadmap et on a fait passer la fonctionnalité numéro 2 en numéro 1, ce qui a permis de répondre à leur demande. On va également, bon, on ne fera pas bien sûr pour tout le monde, pour tous les besoins, mais voilà, ça nous permet quand même d'adapter notre note. On permet également, avec la solution SaaS, d'être plutôt en mode abonnement plutôt que d'acheter des licences. C'est au niveau comptabilité, parfois ça peut être important. Et bien entendu, lorsqu'on achète une solution en SaaS, on achète la solution, on achète tout l'accompagnement qui va avec, et on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, avec des comités en particulier pour analyser les stats. Après, ça, c'est bien sûr la partie assez classique, on-premise SaaS. Ce qui fait maintenant vraiment la différence, c'est l'intégration des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment clé, puisqu'en fait, de plus en plus, les solutions vont intégrer des outils d'intelligence artificielle pour parfois automatiser des choses, parfois faire de l'analyse, améliorer l'expérience des clients. En particulier, nous, on le voit, l'intégration native d'un callbot qui utilise l'intelligence artificielle est vraiment important. Quand c'est naturellement intégré, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer le callbot, un appel est fait, ça va rentrer en fait dans les files d'attente de la solution de centre de contact, et après on va pouvoir récupérer la transcription qui peut être affichée au conseiller. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, parce que là, on est vraiment dans une continuité, on n'a pas à gérer des systèmes d'information qui sont un on-premise et d'autres qui sont sur le web. Et là, vraiment, c'est des intégrations SaaS qui sont l'une et l'autre, qui sont plus naturellement intégrées. Bien entendu, on va pouvoir intégrer des fonctionnalités IA, telles que les résumés de conversation post-appel, des réponses personnalisées des messages, ou le predictive monitoring analysé par l'IA. Ça, c'est également un vrai bond en avant. Et après, bien sûr, on peut aller intégrer d'autres modules qui ne sont pas nécessairement directement intégrés à la solution de centre de contact, mais qui sont vraiment complémentaires, par exemple du chatbot web. Et c'est vrai que nous, comme ça, on peut très bien avoir une conversation qui commence avec un chatbot sur le site internet et après continuer la conversation avec un chat live, un conseiller. La FAQ intelligente ou l'analyse des avis clients avec les solutions de voix du client, voix du collaborateur, ça également, c'est des choses clés. Donc tout ça, c'est beaucoup plus facile à mettre en place lorsqu'on est en SaaS que lorsqu'on est en on-premise. Alors, ça ne veut pas dire non plus que l'on-premise, c'est pas bien. C'est quand même important de dire qu'il y a des avantages. Le premier, c'est toujours le coût de l'infrastructure, parce que quand vous achetez votre produit, vous êtes sur vos serveurs et c'est plus simple. Mais j'ai toujours attention aux coûts cachés. Les équipes, la maintenance, la sécurité, quand on n'a pas des professionnels, ça peut être quelque chose d'assez lourd. La deuxième chose, c'est l'évolution. Certes, quand on est on-premise, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous montez de version. C'est une sécurité lorsqu'on fait des gros devs spécifiques, des choses comme ça, mais quelque part, c'est un vrai projet à chaque fois qu'on vient. L'autre point, c'est on me dit, voilà, il y a les licences, je paye juste des licences. Je dis oui, vous payez juste des licences, mais quid de l'accompagnement? Le support, il est plutôt fait en interne, c'est un coût, certes. Et ensuite, vous n'avez pas cet accompagnement qui est généralement proposé avec des solutions SaaS où on ne propose pas juste un support technique, il y aura un accompagnement complet. Et bien sûr, il y a les développements internes qu'on peut faire. Quand on a l'architecture chez soi, on peut faire des ponts, des développements, des scripts, etc., etc. Mais attention aux limites que ça peut entraîner, parce qu'à chaque fois, on sait très bien que pour faire évoluer les choses, c'est très compliqué. Il faut demander ça à la DSI, il faut faire évoluer la roadmap, et c'est toujours une question de priorisation. Donc, quelque part, il y a des avantages, mais attention aussi aux inconvénients cachés.
Je vous ai fait après maintenant une petite checklist. Donc, si vous cochez l'une des cases, c'est que peut-être vous avez besoin de changer de solution. La première, c'est bien sûr gérer l'omnicanal avec une interface unifiée. Je veux intégrer facilement l'intelligence artificielle. Je veux faire évoluer mes outils maintenant et demain. C'est important, c'est que la solution de maintenant, elle est peut-être adaptée à vos besoins, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qui va passer? Est-ce que vous allez intégrer du bot? Est-ce que vous allez intégrer du workforce management, etc. Ça, c'est important d'anticiper. Le travail à distance également, c'est plus simple, puisqu'en fait, quand on est en SaaS, quand on se connecte depuis chez soi à la maison, c'est prévu nativement, il n'y a pas de problème de connecteur, de VPN, etc., etc. Quand on veut intégrer des modules, c'est plus simple. Et bien entendu, comme je disais, la visio ou autre. Et bien sûr, l'intérêt, c'est de proposer une expérience client homogène. Voilà. Donc ça, c'était les avantages principaux d'une solution SaaS versus une solution de premise, en particulier avec l'usage de l'intelligence artificielle. Là, je vous ai fait le petit discours un peu classique. Ce qui est intéressant, c'est quand même de parler des cas réels et des cas concrets. Et c'est pour ça qu'Olga est à mes côtés ce matin. Alors, Olga, je crois que tu nous as préparé justement quelques petits conseils tirés de ton expérience passée à mettre en place des solutions chez nos clients. Alors, je vais vous parler d'un projet tout frais et tout récent, donc j'ai encore beaucoup de souvenirs. Donc, c'est le cas d'un client qui est dans le transport. Pour commencer, je vous explique donc le point de départ. On est sur une configuration plutôt classique pour un centre de contact. On est sur 80 agents, 4 sites et un CRM fait maison. Donc, le premier problème, c'est surtout une forte dépendance à l'IT. Donc, la moindre évolution, c'est que ce soit un simple routage ou bien une ouverture-fermeture de service, ça prend du temps. Ça passe toujours par un ticket qu'on ouvre à l'IT et tout est plus complexe. Donc, on est plus dans une stratégie ici. Donc, on ne touche pas, ça marche. Voilà. Tant que ça marche, on ne touche à rien. Deuxième point, c'était une intégration avec le CRM. Elle était existante, bien sûr, mais très, très fragile. Donc, pareil, même chose, on ne touche pas, ça fonctionne. Et donc, les outils plutôt, fragmentés, avec un résultat, une expérience pour l'agent compliquée, avec des outils de nombreux outils et un pilotage surtout complexe, avec consolidation à faire par outil, bien sûr. Face à ce constat, on a cherché bien sûr à moderniser et gagner en agilité. Donc d'abord l'agilité, maintenant on peut faire des évolutions régulières, on ne dépend plus de l'IT, donc le métier est autonome sur beaucoup de sujets, ils ne subissent plus les pics de charge, ils savent les identifier, ils peuvent les contrôler. Ensuite on a standardisé, c'est-à-dire qu'on a dû ouvrir le CRM et on a fait cet effort-là, mais maintenant, ça va permettre, donc notre solution, elle va communiquer avec ce CRM. Ce CRM, il peut communiquer avec notre solution. Bon, là, on était déjà ouvert, mais on peut intégrer toute autre solution complémentaire, tout un outil complémentaire qui peut venir s'imbriquer et échanger maintenant avec le CRM. Voilà. Tout ça, bien sûr, via des protocoles fiables qui se font sur le marché actuellement. Troisième enjeu, c'est optimiser l'activité sur les 4 sites pour pouvoir absorber les variations des flux. Et finalement, l'innovation, c'est que là, maintenant, qu'on a, on va dire, basculé l'essentiel, le cœur de l'activité, on est en train, donc, à réfléchir. Donc, j'ai encore cette semaine des rendez-vous avec le client pour justement réfléchir ce qu'on peut faire maintenant, puisque maintenant, on est autonome, on peut réfléchir sur comment intégrer l'IA, comment enlever les tâches répétitives à des agents, sans valeur ajoutée pour eux, et maintenant, c'est facile. Donc, on va pas se lancer sur des projets, des monstrueux projets avec des coûts et des délais. Voilà. L'innovation, elle va devenir, maintenant, elle est simple à partir de maintenant. Je ne sais pas si je peux changer de slide, je crois que si. C'est toi, tu l'as fait. Non. C'est bon, je l'ai dit. Ça va? Yes, ça y est. Voilà, merci beaucoup. Donc, face à cette situation, on avait beaucoup de sujets à traiter, bien sûr. On a, donc, la priorité du départ, c'était
donc de réussir l'intégration avec le CRM. D'accord ? On a une méthodologie qu'on peut résumer en 4 étapes clés. Hein. D'abord, le cadrage fonctionnel. Donc, on a dû beaucoup travailler sur les flux qui doivent être échangés avec le CRM. Qu'est-ce qui sort ? Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui doit être, quelles sont les actions qui doivent être mises, on a identifié les actions qui doivent être simples pour l'agent. Par exemple, le click to call, il faut qu'il clique, l'appel, il monte. Voilà. On a travaillé bien sûr avec la DSI sur l'ouverture des API, l'exposition des API pour que toute communication, tout échange technique il soit possible. Et ce socle technique, c'est important qu'il soit robuste, qu'il puisse absorber comment, quand, avec quel compte. On a créé des matrices de flux. Donc voilà, on a fait de la documentation. Maintenant, j'ai envie de dire, même un autre éditeur, si ils changent, ça serait facile pour eux, ça va plus être un gros projet. Donc voilà, j'ai un peu contribué au divorce avec leur ancienne solution, mais voilà, on n'est pas non plus on sait pas. Maintenant, tout est précisé, structuré. Il y a vraiment quelque chose qui est clair, et au lieu d'être un petit peu dans la culture de l'oral, on est dans une culture de l'écrit. Tout à fait. Et le déploiement maîtrisé, c'est un lancement sous contrôle. D'accord ? On va prendre un petit site, une petite équipe, et on va démarrer avec cette équipe. Donc, et après, on a généralisé, donc ça permet de dérisquer le projet, de gagner de la confiance, de rassurer tout le monde. Et accompagnement des équipes, même post-lancement, ça c'est très, très important. Donc, on conduit le changement via des communications, via des outils mis en place, mais aussi après, d'accord ? Une fois qu'on est parti en production, on va continuer à accompagner et on va encore ajuster la qualité, et puis on va aussi travailler sur l'exploitation des données. Les données qui arrivent toujours après la mise en production. Donc au début, on a du mal à faire des choses avec les pauvres jeux de test. Voilà, si tu peux changer la slide, vu que tu le sais bien faire. Alors là, je vais vous mettre en même temps un petit sondage qui va être une question simple. Votre solution de centre de contact, elle est actuellement on-premise, cloud, ou je ne sais pas. Ça peut être comme ça, je ferai la petite réponse tout à l'heure. Alors, vas-y, je te laisse continuer sur ce client dans le transport. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça a changé une fois qu'on a migré sur notre solution ? Donc, le premier bénéfice très visible, c'est l'agilité opérationnelle. D'accord ? Pour modifier le métier, pour faire une démodification, le métier est autonome. Il a gagné en autonomie, que ce soit des routages ou des annonces, messages audio ou fermeture, ouverture de site. D'ailleurs, ils passent plus par l'IT, ils sont autonomes, donc le métier, il peut dire, ce matin, j'ouvre qu'à 10h, ils le font. Donc, ils n'ont plus besoin de faire un ticket. Quand on dit comme ça paraît simple sur le papier, mais opérationnellement, comment c'est important. D'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est-à-dire que pendant le codrage, on a parlé, notre site est ouvert de 8h jusqu'à 19h, donc on est sur une période large, mais en fait, chaque site, après, il a une ouverture différente. Et là, la cliente est venue, elle me dit, notre taux de service, il est mauvais parce que quand un site qui ouvre à 8h, les appels, ils arrivent. Il y en a un autre qui est fermé à 9h, du coup, ça part sur le site qui ouvre à 8h. Elle m'a expliqué le problème fonctionnellement. Elle a trouvé la réponse toute seule et elle s'est dit, je vais mettre juste les calendriers différents en fonction des ouvertures. Comme ça ne va pas impacter la QS du site, ce qui a rendu donc les superviseurs plutôt heureux, pas inquiets de leur QS. Et puis, ils ne se sont pas dit, le problème, il est technique, ça va rester comme ça, on ne touche rien, ça marche, on traite les appels, tant pis pour la QS. Non, ils l'ont modifié quasiment eux-mêmes, de manière autonome. Ils ont dit, ils ont trouvé la solution. Mais fonctionnellement, on en a parlé. Donc, ça, c'est un petit mais c'est vrai, j'ai une autre anecdote là, c'est la CIPAV, un de nos clients, qui donc utilise la solution de centre de contact Tassas et un callbot en IA générative. Et c'est vrai qu'ils disaient qu'ils ont mis le callbot en IA générative en dehors des heures ouvrées. Et après, ils se sont dit, mais c'est vrai que des fois, on a besoin de faire des réunions de service. Et avant, c'était super compliqué parce qu'il fallait prévoir qui étaient là, les permanences, etc., etc. Maintenant, ils disent, on va mettre le callbot pendant une demi-heure. Le callbot, il gère à peu près 75% des demandes en autonome. Il n'y a plus que 25%. Et après, il y a un ticket de rappel et ils peuvent le faire tout seuls. Donc, c'est plus des contraintes compliquées pour gérer rien qu'une absence ou une réunion de service ou une annonce à faire. Ah oui, le callbot chez nous, ça on a des bons retours avec ça. Donc c'est vrai que rien que le fait qu'il y a, sur un callbot de type FAQ, quand on a juste besoin des informations, on discute avec un callbot et il les fournit.
Et après, si jamais on a un terme d'escalade, on va dire un HNO, on ne peut pas escalader pendant les horaires d'ouverture, on peut escalader effectivement vers un agent humain, mais quand on est un HNO, on va dire est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle? Et ça, c'est vrai que le matin, ça ouvre et on voit exactement les interactions qui sont là et qu'il faut qu'on traite. Donc voilà, et que le callbot n'a pas pu traiter, bien sûr, avec le résumé qui va bien. Donc voilà. Où j'en étais La gestion gestion multisite optimisée. Donc, on a une meilleure répartition de la charge et on continue, continuité d'activité renforcée, c'est-à-dire qu'il y a un site qui est fermé, on peut l'exclure, et puis ça, c'est sous la main donc, de métier qui peut superviser, bien sûr, ça à travers divers indicateurs. Et l'intégration CRM. Donc, l'intégration CRM, troisième bénéfice clé. Donc, les échanges de données sont propres, évolutifs, et comme je disais un petit peu avant, c'est que voilà, on n'a plus ce risque-là à chaque évolution, puisqu'on maîtrise, on maîtrise le socle technique, et surtout qu'on peut venir ajouter des briques à la volée, comme on le souhaite, sans se lancer dans des projets coûteux et chronophages. Et le pilotage unifié efficace, donc voilà, on a un reporting qui est consolidé avec, pas par canal, on peut consolider, donc on a une vision 360 par interaction, en fait, par les contacts, et ça permet un arbitrage plutôt plus aisé. Et bien sûr, les nouvelles perspectives qui s'ouvrent, du coup, avec l'intégration Léa, on va réfléchir ce qu'on peut faire en HNO, on va réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire peut-être même en sortant, c'est-à-dire que les relances simples, que l'agent humain n'a pas besoin d'être là, ou ça peut être remplissage de formulaires automatiques, c'est Callbot qui peut guider, qui peut assister. Voilà les personnes. Je crois que j'ai fini, Fred. Donc là, c'était client transport, une vraie transformation. Alors justement, ça fait une bonne transition, puisqu'en fait, on a un autre client qui s'appelle Geodis, qui est dans le domaine aussi du transport. Mais eux, en fait, le changement de solution de centre de contact était vraiment un des éléments, une des briques d'une solution et d'un besoin beaucoup plus global de transformer la culture client en interne et de transformer l'expérience client. En effet, vous pourrez consulter, il y a une petite vidéo là, qui est vraiment très intéressante avec Emmanuel Leclerc de Geodis qui explique cette transformation. En fait, il se disait, voilà, on veut passer d'un centre service SAV classique à une solution vraiment de service client. Et notre objectif, c'est d'aller travailler l'expérience client pour ne pas être comme tous les transporteurs et vraiment travailler sur du coût, du prix, mais travailler vraiment sur une expérience client premium, travailler sur la satisfaction client et l'orientation client de tous les collaborateurs, du livreur jusqu'à la personne en fait, du service administratif. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont changé de solution de centre de contact. Donc, ils avaient rien du tout. Ils étaient avec la téléphonie classique. Chaque agence, je crois qu'il y en a plus d'une centaine en France, avait son téléphone fixe classique. Les agents qui étaient sur le SAV étaient avec les opérateurs du quai. Ils étaient tous ensemble, etc. Ils n'avaient pas de bureau, rien du tout. Et ils se sont dit, non, nous, on va structurer cette activité. Le service client est clé parce qu'ils avaient fait une étude en disant que quand les clients sont très satisfaits, c'est grâce au service client. Et quand les clients sont insatisfaits, il y a la livraison, mais 2, c'est le service client. Donc, ils ont vraiment fait un focus là-dessus, sur ce point de contact-là. Et donc, ils ont occupé de la solution Eloquent, donc en SaaS. Ils ont fait une nouvelle organisation. Les équipes qui étaient intégrées directement au quai sont devenues à part, avec un bureau, avec le logiciel, avec un casque pour appeler, avec des formations, du coaching, par exemple, sur l'orthographe, etc., etc. Et ça, en fait, ça a totalement transformé la notion de service client chez eux. Ils ont vraiment révolutionné leur expérience client avec un NPS qui s'est amélioré, une satisfaction client qui s'est améliorée. Et à chaque fois, quand les clients appelaient, Emmanuel Leclerc disait que tout simplement, les gens disaient « Ah, vous êtes passé au nouveau programme » parce qu'en fait, il y a des clients qui étaient multi-sites et qui avaient différents contacts dans l'entreprise et ils voyaient tout de suite la différence au niveau de la qualité perçue de la relation qu'ils avaient avec la personne en face. Formation, outils, efficacité. Donc là, en fait, c'est un projet qui perdure depuis déjà au moins 6 ans, je pense, avec une évolution constante de l'outil. Par exemple, ils sont passés de la téléphonie classique à la téléphonie VoIP. Ils ont intégré le chat cette année pour répondre plus efficacement avec les personnes qui sont sur le site Internet. Donc, je crois qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sont équipées du chat chez eux. L'enquête de satisfaction. Et en fil rouge, ils utilisent toujours Elite Service Client de l'année pour s'améliorer d'année en année. Donc, en fait, là, la solution de centre de contact était juste une matérialisation de la volonté de changer.
Après, j'ai voulu aussi mettre un exemple de un petit peu ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, c'est un projet un peu caricatural, il y a plein de choses qui sont très bien passées, mais il y a 3 points que je voulais partager avec vous. Donc, c'est un projet dans le domaine médical, donc des choses un petit peu sensibles. Et c'est vrai que quand on avait vu le cahier des charges, on disait waouh, c'est un super programme, ça donne vraiment envie parce qu'ils voulaient vraiment travailler sur le parcours patient. Il y avait des grosses évolutions, gestion des réseaux sociaux, intégration d'intelligence artificielle, ouverture de nouveaux canaux, vraiment une vision très très large et vraiment intéressante qui était vraiment tac sur le long terme. Le problème, c'est que c'était un petit peu tout de suite. Et bon, nous, on peut déployer tout de suite, mais toute l'organisation n'était pas forcément prête pour ça, parce que Olga l'a mentionné, il faut du temps, il faut du chef de projet, il faut faire des ateliers, et ils avaient voulu dire, ouais, ça va être faire un claquement de doigts. Ça, qu'ils avaient sous-estimé un petit peu la charge qu'il y avait à faire et les priorisations qu'il y avait à faire en interne. L'autre point, c'était la partie DSI, qui n'avait pas été intégrée dans tous les ateliers. Et c'est vrai que quand on a commencé à mettre en place, je crois que à partir du premier, deuxième atelier, les interlocuteurs DSI ont dit, attendez, non, mais là, l'API, elle ne sait pas faire ça. Et on dit, ah non, mais pour ça, c'est dans notre système, on n'a pas prévu ça. Donc, en fait, il y avait des points qui n'avaient pas été vus en amont dans les ateliers. Et c'est vrai qu'on a dû se dire, ah ok, bon d'accord, on va pouvoir gérer ça, il faut qu'on trouve des solutions. Alors, ça a pris un peu de retard sur le projet, mais après, nous, comme on est éditeur, intégrateur, on a l'habitude de gérer ça. On a fait des connexions spécifiques avec le système d'information, etc., etc. Mais il y avait des choses qui auraient dû être travaillées en amont, identifiées en amont. Et lié à ça, et qui était sans doute une partie de la conséquence, c'est que le chef de projet avait quitté l'entreprise avant la fin du cahier d'appel, fin de l'appel d'offres, et forcément, le nouveau ne connaissait pas tout le périmètre, ne connaissait pas l'entreprise, etc. Donc, c'est vraiment important de nommer un chef de projet qui connaît le métier, qui va aller voir les personnes et qui va suivre les choses. Parce que ça, c'est le rôle du chef de projet, il faut lui réserver du temps. Ce n'est pas quelqu'un qu'on dit, tu fais ton boulot et en plus, tu vas de temps en temps assister aux réunions. Il faut quelqu'un qui soit nommé, qui ait une mission et qui soit responsable. Si vous n'avez pas cette partie-là, la personne qui est responsable, qui est à la mission, et bien en fait, forcément, ça va être une responsabilité qui va être déléguée. Toujours un sponsor du projet qui est là et qui va pouvoir aider le chef de projet à faire passer les messages, à faire des arbitrages et avoir du pouvoir auprès de la DSI ou des autres services. Voilà, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes et qu'il ne faut surtout pas négliger. Alors, avant de passer aux bonnes pratiques, j'avais fait le petit sondage il y a 2 secondes et en fait, on avait grosso modo 40% des gens qui nous disaient qu'ils avaient encore du on-premise, 10% qui avaient du cloud et 50%, la moitié, qui ne savaient pas encore, qui ne savent pas quel est le type de solution qu'ils ont. Alors, Olga, on va peut-être passer aux bonnes pratiques maintenant. Oui, alors je pense que tout le monde connaît cette slide qui illustre parfaitement bien ce qui se passe sur les projets. Bon, Fred a dit il faut forcément un pilote dans l'avion. Et au départ, le projet, quand il démarre, tout semble parfait. On a défini un périmètre, on a un budget, on a des délais. Et puis, quasiment dès qu'on démarre, on va rentrer dans une zone de turbulence. On va avoir des ennemis, les ennemis, c'est les dérives, des changements qui ne sont pas maîtrisés, les délais qui deviennent irréalistes, des coûts bien sûr qui explosent et on a les incertitudes qui viennent encore plus perturber tout ça. Quand on tire, si chaque côté de triangle il tire, donc c'est la qualité qui s'aplatit, qui prend un coup. Et bien sûr, dans les pires cas, c'est le projet qui passe dans le vortex et qui risque de bien sûr disparaître. On veut tous éviter ce genre de scénario. Et puis, nous, ce qu'on fait chez Locan aussi, au niveau de notre équipe de chefs de projet, on gère bien sûr ce qu'on appelle les leçons apprises. Je crois que c'est la slide suivante, Fred, pour éviter justement ce qu'on apprend de chaque projet qu'on déploie. Avec celui que j'ai présenté, dont je parlais, Fred, on apprend et on liste. Donc là, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que il faut prioriser le cœur du système, concentrer les efforts sur ce qui est critique. Dans le projet que j'ai présenté, c'était l'intégration CRM. Il fallait vraiment qu'elle existe, parce que c'était l'outil cœur du traitement de connaissances du client, de notre client. Donc, fallait pas rater ce point-là. Il faut penser aussi
le futur. Après, je crois que tu en avais parlé. Il faut vraiment, voilà, qu'est-ce que ça sera plus tard, comment ça va évoluer. Il faut essayer d'y penser et de se baser sur des socles robustes, sur du standard. Ne pas éviter au maximum possible du code spécifique. Bien sûr, on ne peut pas le faire tout le temps, mais voilà, essayer de réfléchir un petit peu plus largement. On lance aussi en mode sécurisé, ça c'est important. Ça permet de gagner de la confiance et de rassurer les utilisateurs. Voilà, il n'y a pas, on évite le Big Bang. C'est souvent c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment dérisqué pour s'y lancer. La solution technique, elle n'est pas utile en fait en soi, il faut qu'elle soit utilisée. D'accord, et ça, c'est très, très important. Il faut impliquer les utilisateurs dès le début pour garantir donc la pertinence et la valeur du projet, ce que ça va apporter. Et bien sûr, l'adaptation, ça, c'est important. C'est pas automatique. Le changement, il faut le conduire. Il faut qu'il soit piloté. Et même si techniquement, c'est la meilleure des solutions, si personne s'en sert, voilà, ça crée pas de valeur. Donc ça, c'est très, très important au niveau de le changement dans chaque projet. Quasiment, ça s'applique à tous les projets en général. Voilà. Est-ce que j'ai une autre slide? Alors, les erreurs à éviter. Alors, vas-y, je t'en prie. Je continue. Donc, pour finir, donc, je vais vous partager quelques erreurs qu'on évite. Donc, clarifier la mission de chef de projet, mais aussi clarifier de la mission de tout le monde, tous les participants, toutes les parties prenantes, qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Ça, c'est très... on va dire, c'est la base, c'est quand on démarre, c'est l'étape importante. Ensuite, une fois qu'on est parti en production, le projet ne s'arrête pas. Il y a un temps où il faut prévoir, ajuster et le faire évoluer, donc le continuer, le faire vivre. Et pour ça, il faut prévoir un budget de manière à éviter des surprises. Les prérequis techniques, ça, c'est... Ici, j'ai envie de dire, il ne faut pas présumer. Il ne faut pas supposer, il ne faut pas se dire, je suppose que ça marche. Dans mon exemple de 4 sites, typiquement, il faut tester sur chaque site. Par exemple, config réseau, poste de travail. Mais quand on parle de poste de travail, on ne parle pas de poste de travail du chef de projet client qui est parti avec son laptop et a testé sur un site géographique. Non, le poste de travail, c'est le poste de la personne qui va traiter les flux et ce poste de la personne qui va traiter les flux chez elle. Alors, j'ai eu un exemple dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a supposé que ça va marcher en télétravail, d'accord? On n'a pas testé voilà. Alors, le jour de la mise en production, quand un agent, en général, le jour de mise en production, tous les agents sont là, voilà, ça se passe bien, en général, c'est quelque chose qu'on préconise, mais le jour plus 1, le lendemain, il se retrouve chez lui, et il ne peut pas traiter les appels. Mais la panique générale sur tous les plateaux, c'est-à-dire que les agents, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, je ne peux plus faire tel travail, c'est bientôt fini, on a fait en sorte que je ne puisse pas traiter mes appels. Voilà, la panique, refus de la solution, on ne veut plus faire ça, et est-ce qu'on peut revenir en arrière? Mais voilà, c'est toujours les feux à étendre, alors que le test est très simple. Une personne est en tel travail, on l'appelle, on voit si elle peut décrocher et que le flux passe, si les paquets sont reçus. Donc voilà, on ne se pose pas, on teste. Et dernier point, c'est les formations. Donc ça fait partie de la conduite de changement. Il faut y prendre du temps. D'ailleurs, il faut que les formations doivent être personnalisées sur des supports personnalisés adoptés à usage. Et bien sûr, il faut que ça soit fait déjà au plus près de la mise en production, bien sûr, pour que ça soit frais pour les clients, mais aussi sur un environnement qui est très proche sur la production. Donc, ni trop tôt, ni trop tard. Ouais, alors, sur un petit, on va dire, centre de contact, on peut former tout le monde, bien sûr, mais sur, on va dire, un gros périmètre, ce qui se fait bien, c'est que nous, on va préconiser de former des utilisateurs clés qui, eux, seront des ambassadeurs. D'ailleurs, si on regarde notre catalogue de formation, on a des formations différentes. Il y en a ceux qui sont pour des tuteurs, on appelle ça les tuteurs, et ceux qui vont être des utilisateurs finaux. D'accord? On distingue ces deux formations. Donc, d'un point de vue pédagogique, l'approche elle est différente. Donc, on apprend à des gens former d'autres personnes, ou bien on apprend juste des personnes à utiliser la solution. Donc, voilà, attention, ça fait partie de la conduite de changement.
Voilà, je ne sais pas. Alors, on va pouvoir passer au conseil de nos partenaires, justement. Alors, on va retrouver quand même quelques éléments qu'on a évoqués, mais qui sont un petit peu différentes parce qu'en fait, on a le point de vue externe de quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise et qui n'est pas éditeur de logiciel, mais quelqu'un qui a un point de vue un petit peu plus large. Alors, pour cela, en fait, j'ai demandé à 3 de nos partenaires, consultants intégrateurs, de nous donner de leurs conseils et leur retour d'expérience. Alors, le premier, en fait, c'est Econocom Hexaprom, qui est aussi intégrateur de solutions, qui permet de faire tout simplement des outils de design d'installation, déploiement, transfert de compétences, maintien en conditions opérationnelles, gouvernance des données, puis ils sont spécialisés dans tout ce qui est centre de contact, bien sûr, messagerie, chatbot, conferencing, visio, etc. Donc, leur retour d'expérience. Leur premier, en fait, retour, c'est que nous, souvent, on n'est pas à ce niveau-là, c'est l'avant. L'avant, c'est tout ce qui est cahier des charges. J'en ai parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut identifier les rôles des acteurs et questionner les besoins. Quels sont les process actualités? Qui pilote le projet? Est-ce qu'on a bien vu avec le DPO la conformité des données, en particulier pour l'intelligence artificielle ou l'enregistrement des appels, par exemple? Là, on avait le cas avec un de nos clients qui est OpcoOP, qui avait tout simplement profité du fait qu'il y avait une nouvelle solution qui soit mise en place pour revoir l'organisation du travail, revoir les horaires. Et ça permettait aussi, en même temps, de voir avec tout ce qui est les comités CSE, etc., de l'entreprise, pour voir est-ce qu'on peut faire passer aussi, par exemple, l'enregistrement des conversations pour faire du collective monitoring ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ce cahier des charges permet de se questionner, mais également de questionner l'organisation. L'autre point qu'ils indiquent, c'est s'assurer que les différents métiers sont bien impliqués dans la réussite du projet. Tu l'as dit tout à l'heure, Olga. Et ben, en fait, il faut que les utilisateurs soient associés. Et c'est vrai que nous, on aime bien toujours quand il y a des utilisateurs finaux de la solution dans les comités de sélection. C'est-à-dire qu'ils peuvent regarder l'outil, éventuellement le tester, mais surtout voir comment ça fonctionne, voir comment c'est simple. Parce que si on leur impose un outil sans qu'ils aient le temps de regarder ni faire quelque chose, ils vont se dire encore un truc qu'on nous impose et il va y avoir tout de suite une résistance au changement. Par contre, si c'est eux qui sont partie prenante et qui le testent, là tout de suite, ça veut dire ouais, j'ai vu l'outil, j'ai confiance. Et ils vont dire tiens, toi, tu fais partie du comité, comment ça se passe? Est-ce que c'est ça? Ça permet de désamorcer les tensions, désamorcer les peurs. Et c'est vrai que nous, à chaque fois, on est content parce que quand les utilisateurs nous disent ah oui, votre solution, elle est vraiment beaucoup plus simple que les autres, j'arrive à m'y retrouver, ça, c'est des choses qui permettent en fait nous de nous rassurer sur la qualité de notre produit, mais également rassurer les utilisateurs. Donc vraiment, cette vision utilisateur final, qui utilisera la solution, avec comment il va l'utiliser, mais également, je l'ai indiqué tout à l'heure, la partie IT. Hexaprom également insiste sur le fait qu'il y a des interviews avec des superviseurs qui sont importants, bon, et les agents bien sûr, et l'activité side by side à côté de l'agent. Pas juste dire comment vous fonctionnez avec le directeur relations clients, centre d'appel, etc., qui explique les choses, mais véritablement, quelles sont les fonctionnalités que tu utilises, quels sont les irritants. À chaque fois, ils disent ah ouais, mais je suis obligé de cliquer là-dessus, je suis obligé de là-dessus, j'ai 3 écrans, est-ce qu'on ne peut pas automatiser des choses? Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que parfois, ils n'osent pas. Ils n'osent pas demander parce qu'ils se disent ah, mais ça doit être compliqué à faire. Alors certes, parfois, il y a des choses qui sont compliquées, mais des fois, il y a des choses qui sont très simples, qui peuvent leur simplifier la vie énormément, qui permettent de leur faire gagner du temps. Par exemple, quand on a un callbot, vous pouvez avoir un callbot qui va qualifier automatiquement la demande et se dire, bah, tiens, c'est telle demande, tel résumé d'appel. Voilà, et quel KPI vous avez besoin pour piloter le centre de contact. Donc, c'est vraiment important de faire cette analyse sur le terrain. Et puis, ne pas partir d'une page blanche. C'est vrai que à chaque fois, il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes que moi, je vois souvent, c'est que quand on a une solution et qu'on migre, on se dit, bah, tiens, je vais copier-coller mon organisation. Non, le but, c'est pas de copier-coller l'organisation, mais parfois faire mieux. Là, on a vu le cas d'une entreprise qui travaillait dans l'énergie, qui avait historiquement plusieurs dizaines de SVI, toute une organisation avec des numéros de téléphone. Mais en fait, quand on disait, bah voilà, on va reprendre l'organisation, actuellement, ça fonctionne comme ça, puis on se disait, mais non, il y a peut-être moyen de faire simple, qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est vrai qu'au lieu de refaire cette multi-organisation avec un silo avec ça, un silo pour ça, c'était plus simple de tout centraliser, de faire un seul SVI qui était beaucoup plus intelligent. Donc, pas repartir sur l'organisation, re-questionner l'organisation, et voir si on ne peut pas faire mieux, ou en tout cas faire différemment. Voilà, et souvent, aussi, d'autres points, c'est que lorsqu'on migre d'une solution, on se dit, ah tiens, bah, de toute façon, ça fonctionnait comme ça dans l'autre solution, bah, ça fonctionnera comme ça dans la nouvelle.
Non, parfois il y a des manières différentes de faire, des manières différentes d'organiser les files d'attente, du temps, par exemple des messages d'abandon ou des choses comme ça. Il y a des choses qui sont différentes. Donc ne vous contentez pas de vous dire ah ben parce que ça faisait dans l'ancienne, ça fera dans la nouvelle. Il y a peut-être des choses différentes, des choses à repenser ou à améliorer. Alors le pendant, là non, on est souvent un peu plus intégré dans cette partie-là. Donc le pendant au niveau des consultants, c'est se dire en fait que le cloud ne veut pas dire sans humain. C'est vrai que c'est important, même si on met en place une solution, d'être présent sur site. C'est vrai qu'Olga, je sais que ça t'arrive souvent d'aller sur des mises en place, aller voir les centres de contact. Et moi, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Absolument, oui. Le jour surtout de mise en production, on y va. Bon, il y a aussi la pratique qui se fait qu'on fait des formations en présentiel. Ça, c'est possible aussi. Donc là, on peut vraiment être là, accompagner les agents, discuter. Mais le jour de la mise en production, ça, je suis même allée très loin. Des fois, on y va loin, se déplacer, même à l'étranger. J'ai eu de la chance. Et donc, accompagner des clients le jour de l'ouverture. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Il y a effectivement la formation. Elle continue. C'est la formation continue. C'est vrai que ça, c'est très, très riche. Et même nous, on revient avec un petit cahier de charge en disant, voilà, on a remarqué ça sur place. Et on va voir notre programme manager pour dire, attends, est-ce que ça, c'est des petits wins que tu pourrais peut-être intégrer dans la roadmap. Donc, c'est riche pour nous, c'est riche pour les clients qui sont bien sûr beaucoup plus. Ils aiment bien qu'on vienne. Quand on les accompagne, ça fait partie du projet. Ouais, et puis c'est vrai, moi j'avais une anecdote pour un projet où en fait il y avait de la doc, il y a eu de la formation et le jour J, en fait, un utilisateur, enfin une utilisatrice disait ouais mais ça marche pas votre truc. Je dis mais pourquoi t'as pas fait ça? Et c'est vrai qu'elle dit ah mais j'avais oublié de la formation parce qu'entre le moment où il y a la formation, on y pense et le moment où on est vraiment dans l'outil, parfois même si on était formé, même si on a vu la doc, et en fait on oublie parce qu'on a des réflexes d'avant et ça change quoi. Et donc là, la phase pilote, ça aussi c'est important. C'est vrai que c'est un moment où on va pouvoir vérifier que la solution est adaptée, mais ça aussi, ça permet de créer de la confiance. C'est-à-dire que quand on a une équipe qui est passée ou un service qui est passé, ça permet de jouer les ambassadeurs au niveau des autres équipes. Parce qu'ils disent, ah oui, mais ça marche, vous êtes content, comment ça se passe, etc. etc. Ça permet donc, comme tu disais, pendant qu'on fait remonter le terrain, customiser en fonction des retours, parce que c'est vrai qu'entre le moment où on voit comment ça marche et on l'utilise, parfois, comme tu dis, les petits quick wins. Et un point qui est parfois négligé, c'est la recette. Moi, je le vois dans certains projets où les clients se disent, bon, on a testé 1 heure. Bon, une heure, une personne, c'est pas forcément suffisant. Non, il faut y prendre du temps. Ça, c'est vraiment essentiel d'avoir vraiment le cahier de recettes, tester vos cas, les exceptions. Parce que parfois, en fait, on teste le cas générique, mais on gère pas les exceptions. Et c'est ça, en fait, les exceptions qui vont permettre de voir que tout va bien. Pas juste j'appelle, ça marche, ok, ça décroche, etc. Mais maintenant, j'ai tel appel en dehors des heures ouvrées, pendant les heures ouvrées, pour telle demande, tel service. Voilà, c'est vraiment important d'aller au moins tester 75-80% des cas les plus courants, quoi. Et après, bien sûr, l'après. C'est vrai qu'un partenaire, normalement, consultant, vous accompagne avant, pendant et après pour vous proposer des améliorations. Ça peut être de la gouvernance, qui vérifie en fait que tout se passe bien et que voir après qu'est-ce qu'on peut évoluer les next steps derrière. Alors, le second partenaire, c'est Oswego, qui est aussi un partenaire global qui est présent sur 3 continents. Lui, il fait aussi de l'audit, du management. Il y a une académie en ligne pour apprendre à vous former. Puis, il y a aussi un service de Workforce Management Premium qui aide en fait parfois les entreprises à organiser mieux leurs ressources, etc. Donc, ça, c'est un petit plus parfois dans certaines entreprises où il n'y a pas ces compétences-là. Alors, donc, les premiers conseils d'Oswego, tout simplement, c'est vérifier les process, les parcours clients, les modes opératoires en vrai. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il nous le disait, Marc, c'est que l'outil ne résout pas les problèmes. Si au départ, en fait, les problèmes dysfonctionnent, si ça se passe bien, ce n'est pas l'outil qui va le faire. Et c'est vrai qu'on avait le cas avec un de nos clients qui est dans le domaine des mutuelles, qui a mis en place un callbot. Et c'est vrai qu'ils ont dit, voilà, vous allez mettre en place le callbot, il va répondre aux clients. D'accord, il va répondre aux clients. Mais comment on fait pour avoir les résultats des derniers remboursements? Ah ouais, oui, vous interrogez le système d'information, là, vous allez retrouver l'info. Sauf qu'en fait, l'API permettait juste d'avoir le dernier remboursement et pas les 5 derniers, pas de demander de telle date, telle date. Donc forcément, si le système d'information, si les parcours ne sont pas bien conçus, ça ne va pas. Et c'est également important pour vous de clarifier ce que vous attendez. Parce qu'en fait, c'est vrai que parfois, les gens nous disent « j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça », mais il n'y a pas en fait de clarification de ce que vous voulez dans le détail.
tout ce que vous ne préciserez pas, c'est nous qui allons interpréter. Ah, le client m'a dit de faire ça, ok, je vais faire ça. Mais si ce n'est pas détaillé, ça peut être des choses qui ne seront pas forcément 100% adaptées. Donc, il faut vraiment expliquer la réalité du terrain, montrer comment vous faites. Moi, j'aime beaucoup les storytelling, c'est raconter la journée d'un conseiller. Je me connecte, je passe un appel, je fais telle chose, etc. Ce qui permet véritablement de rentrer dans le cœur du métier. Donc, fournir des documents et process, même si ce n'est pas parfait. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, on peut simplement dicter avec son téléphone ou son ordinateur, ben voilà ce qui se passe dans la journée d'un client, ça fait ça, 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 ça. Et après, en fait, on peut avoir à partir de ça une journée structurée qui ne soit pas juste de l'oral, mais qui soit vraiment quelque chose de clair. Voilà. Anticiper les évolutions, ça on l'a dit auparavant. Et un point sur lequel Oswego voulait insister, c'est que le plus important actuellement, c'est la plus rapide. Ce n'est pas les plus agiles dans l'avantage par rapport aux gens qui sont un petit peu trop rigides. Le but, en fait, c'est répondre aux attentes des clients. Et justement, le SaaS va permettre de tester des choses, faire évoluer en permanence, tester des modules, voir si ça a un impact ou pas. Donc, vraiment tester et essayer. Donc, appliquer les opérationnels, on l'a vu. Faire des écoutes, ils préconisent, comme tu disais, Olga, et comme disait Exaprobe également, c'est minimum une journée, voir comment ça se passe. Faire de l'informel, à la cafétéria, c'est souvent là où on apprend le plus de choses sur ce qui va pas, ce qu'il faudrait améliorer dans la solution, ce que les clients veulent. Passer du temps avec des superviseurs en dehors des heures de production, où là, en fait, il va pouvoir vous expliquer son métier, ses challenges, ce qui va se passer, etc. Et aussi, donc, bien sûr, impliquer les clients. Ça aussi, c'était quelque chose qui était assez original, c'est de dire, voilà, on va impliquer des clients dans les parcours. Et par exemple, ils l'ont fait avec des clients dans le secteur du médical, avec des patients en cancérologie qui ont été impliqués dans les nouveaux parcours clients pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent, etc., etc. Et bien sûr, la priorisation, ce qui est important, urgent, etc. Le dernier partenaire qu'on a sollicité, c'est Almadia, qui est spécialiste de l'expérience client. Ils vont travailler à la fois sur la partie web, omnicanal, CRM et marketing, donc accompagner tous les clients. Donc, ils ont rappelé les enjeux qu'on a vus ensemble. L'enjeu, c'est de passer à une solution de SaaS pour transformer l'entreprise, le centre de contact, d'un centre de coût en vrai levier stratégique créateur de valeur, parce qu'on voit bien que plus il y aura d'IA, plus l'interaction humaine va être importante, et que cette partie centre de contact est un élément clé, vraiment clé de la relation client. C'est là où vous faites un client peut être déçu ou au contraire, il peut être rassuré. Donc, retravailler sur ces points-là avec l'agilité, l'innovation continue, la performance opérationnelle et l'expérience client enrichie. On a vu les parcours fluides et personnalisés nickel. Donc, parmi leurs petits conseils, il y a à la fois les parcours, l'organisation et la technologie. Donc, repenser le modèle. Donc, tout simplement, comme un levier de business, c'est se dire quelles sont les interactions à faible valeur ajoutée, les interactions que l'on peut automatiser, les interactions au contraire qu'il faut garder pour les personnes et comment, avec le temps qu'on a libéré, on va pouvoir essayer de chercher un effet wow. Donc voilà, repenser l'expérience client et se dire mais qu'est-ce que je dois mettre en self-care, qu'est-ce que je dois mettre à l'humain et qu'est-ce que je dois pouvoir analyser avec l'IA. Donc ça, c'est vraiment important, c'est repenser sa manière de faire. Donc structurer après la cible, donc la solution, le centre de contact intégré au CRM, tu l'as parfaitement dit tout à l'heure, Olga, l'intégration au CRM est clé. C'est vrai qu'avec une solution de centre de contact qui est intégrée, qui permet de faire la levée de fiches, qui permet de rentrer des informations dans le CRM, ça change vraiment le métier du conseiller. On avait un exemple en interne. Chez nous, il y avait une de nos téléprospectrices qui disait qu'en utilisant notre solution Eloquent avec l'intégration CRM Salesforce, elle faisait 5 fois plus d'appels parce qu'une partie des informations était saisie, elle ne faisait pas de copier-coller et tout ça. Donc, voilà. Donc, déployer et assister, c'est migration progressive, comme tu disais, avec des pilotes, accompagner les équipes dans le nouvel usage et piloter sur la valeur avec des KPI business et expérience client. Est-ce que la mise en place de mon centre de contact permet tout simplement d'avoir une meilleure fluidité? Certes. Est-ce que ça permet d'améliorer la satisfaction client CSAT ou le NPS? Et est-ce que ça permet de générer plus de ventes en upsell, en cross-sell, etc. Et bien sûr, faire de l'amélioration continue. Voilà. Donc ça, c'était les leviers clés. Alors, pour le macro-planning, je crois que tu nous as donné quelques idées de déploiement. Oui, tout à fait. Pour donner une idée un petit peu plus concrète du projet, je voulais vous montrer comment se déroule un projet dans le temps. Donc, c'est un projet très, très simple, avec sans des effets de bord. Et puis, dans l'idéal, ce que ça pourrait être. Effectivement, la durée, elle est différente selon le projet. Et ça, je vous renvoie au triangle. C'est en fonction du nombre de fonctionnalités, de ressources qu'on a disponibles, de notre budget. Bien sûr, la durée du projet va varier en fonction de ces aspects-là. Donc, ce planning, il est bien structuré. La première phase, on va commencer par un kick-off. On va aligner tout le monde sur les objectifs et
la méthode aussi, la méthode de communication, les outils collaboratifs. Donc, nous, on utilise, c'est vrai qu'on propose de mettre en place une équipe Teams chez nous, qui va nous servir aussi du chat direct avec les clients, mais aussi, donc, on va stocker tout ce qui est la base documentaire du client, de nos fichiers, donc on va pouvoir travailler dessus. Bien sûr, on va définir les interlocuteurs, donc, et puis les rôles aussi, et on va parler du planning, au kick-off aussi, même si à ce moment-là, il est prévisionnel, et que là, par exemple, si on n'est pas aligné, on va retravailler, on va refaire. Donc ça, mais le planning, il faut qu'il y soit dans cette première, lors de ce lancement-là. On enchaîne ensuite avec les ateliers de spécification fonctionnelle et technique. Donc, on parle avec le métier, avec la DSI. J'ai vu qu'il y avait une question sur les numéros de téléphone. Donc, ça va être un atelier technique. On va voir, vous avez des numéros de téléphone. Comment on fait pour les récupérer chez nous? Donc, nous, quand on est opérateur, donc les numéros de téléphone, on les récupère, on les porte chez nous. Donc, on va expliquer le processus de portabilité. On va aussi cadrer comment rendre tout ça transparent pour les utilisateurs finaux. D'accord? La portabilité, elle va intervenir à un moment. Il y a plein de façons de gérer ça. Et on peut le faire en avant. C'est-à-dire que la portabilité, elle est faite. Nous, et donc, on va vous renvoyer vos appels en attendant sur votre ancienne solution. Comme ça, le jour J de la production, on ne s'occupe pas de la portabilité. On n'a pas de coupure. Enfin, la coupure, elle n'existe pas. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est déjà fait. On ne s'en occupe pas. On peut faire le transfert, mettre un transfert d'appel la veille en attendant que la portabilité se fasse. Donc, il y a plein de solutions pour gérer ça. Et puis j'ai des clients qui me disent, mais nous, voilà, on continue à travailler sur l'ancien outil dans la journée. La portabilité se fait, on passe sur Eloquent, et puis voilà, ça se passe bien. Donc souvent, c'est vraiment au cas par cas, on va s'adapter. Mais la majorité des clients veulent que cette étape soit transparente. C'est la technicité, on l'enlève, les utilisateurs finaux, ils ne la connaissent même pas. Donc, ensuite, pour les ateliers de spécification, je fonctionne aussi beaucoup avec la démo, d'accord? Et là, on a parlé des utilisateurs finaux. On les fait rentrer. Des fois, on les fait arbitrer des solutions, parce que les solutions techniques, on peut en avoir beaucoup, mais il faut que ça soit adapté au terrain, d'accord? Et en général, j'aime bien cette partie démo, c'est-à-dire que ça dure un quart d'heure. On fait venir les ambassadeurs, les personnes qui vont être des utilisateurs clés, on les fait venir, on les fait dire, mais qu'est-ce que vous préférez? Comment vous faites la journée? Parce qu'on peut mettre ce bouton-là, il va ouvrir ton CRM ici, ou bien le CRM, il va s'ouvrir tout seul, mais dans ce cas-là, ton autre appli, on va le mettre là. Et c'est lui qui va me dire, peut-être pas tout de suite, il va revenir vers ses collègues et dire, voilà ce qu'il va nous proposer Eloquent. Le jour J, ils sont au courant, c'est eux qui ont choisi. Donc, ça va nous augmenter de l'adhésion. Donc voilà, puis on va parler bien sûr, identifier tous les flux, voilà, qui passent, quelles infos sont échangées. Donc il y a des ateliers techniques, des ateliers fonctionnels, et puis voilà, les démos pour moi c'est une petite astuce très très intéressante. J'aime bien avoir toujours une petite machine qui est prête quasiment, c'est-à-dire que je vais pas montrer sur les slides, c'est vraiment c'est du réel. Voilà, je joue l'agent, je décroche le téléphone, je leur montre sur mon téléphone, voilà, j'ai appelé comme ça. Donc voilà, l'histoire de mettre vraiment avoir un scénario d'usage, un vrai storytelling. Voilà. On a ensuite une phase qui est configuration et paramétrage. C'est là on traduit du coup les besoins exprimés dans les fonctionnalités. Et on a une phase de recette avec le client. Donc la phase de recette, on en avait parlé, donc le cahier de recettes qu'on fournit. Et il y a aussi, ce que je trouve qui fonctionne avec les clients, bien sûr, c'est, moi je mets en place les délais. Imaginons qu'on a une phase de recette qu'on définit dans le planning qui va être sur 2 semaines. Dans ces 2 semaines, tous les jours, on va proposer un délai. C'est bien sûr, il ne faut pas que ça soit coupé dans la journée. On ne va pas mettre ça à 10h du matin. Je vais proposer 9h. À 9h, c'est un quart d'heure. C'est-à-dire que le client, il a testé, il vient, il va nous dire qu'est-ce qu'il a testé hier, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui. Bien sûr, il ne passe pas la journée à tester, mais voilà, il a fait un petit bout. Peut-être il a eu un blocage, il n'a pas besoin de nous appeler en panique, il sait qu'il va nous voir demain. Et demain matin, on va repartir. Alors, et ça, je trouve que c'est magique parce que là, on va participer à augmenter l'autonomie de notre client. Ça fait partie de la formation de la phase de recette. En fait, c'est déjà la conduite de changement, c'est-à-dire qu'il a été bien sûr formé avant de commencer sa recette, donc sur l'administration, sur back-office, mais quand il fait de la recette, c'est là où en fait, il manipule, il l'utilise, et nous, si on l'accompagne tous les jours, il ne fait qu'augmenter la connaissance. C'est-à-dire que une des indicateurs de réussite d'un projet, c'est que quand
le métier est autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de parler technicité, il ne va pas poser des questions, mais où est-ce que je trouve le calendrier, comment je crée le calendrier. En fait, c'est juste qu'il réfléchit, voilà, je peux mettre un calendrier, comment je le fais, voilà, comment je vais le gérer, à qui je vais donner l'accès, parce que moi, je ne veux pas être là pour supporter tout le monde. Donc voilà, c'est les réflexions qui sont fonctionnelles en fonction des besoins de métier. Donc la recette, c'est une phase, moi je trouve que c'est une phase qui se lit très bien, qui est une formation un peu continue pour le métier. Ensuite, une formation. Tu voulais compléter peut-être, Fred, excuse-moi. Non, je disais, c'est l'adaptation des méthodes agiles. Oui, sur cette partie-là, je trouve que ça colle parfaitement bien. Et ensuite, en formation des agents, c'est vrai que Key User, on en avait parlé pas mal. Je voulais juste rajouter que ici, dans cette phase-là, on peut, tu avais dit, Fred, qu'on pouvait passer du temps avec des superviseurs avec hors production, mais moi, ce que je voudrais compléter, c'est que des fois, par exemple, quand on forme les superviseurs, c'est souvent du pilotage en temps réel, d'accord, c'est des KPI. Former les superviseurs avec des KPI, enfin, avec des données vides, je trouve que ça manque un petit peu d'interaction. Ce que je propose souvent à nos clients, c'est de scinder cette formation en deux, c'est-à-dire qu'on va faire une première partie avant la mise en production, donc on va plutôt parler, voilà, il y a des carrés, on peut les ajouter ici, ça va vous donner ça, bon, pour l'instant, c'est pas fou parce que ça vous donne, c'est pas leur flux là. Et la deuxième partie, mais 2 semaines après la mise en production, on a déjà des chiffres et des chiffres qui sont liés à leur activité. Ils les connaissent et quand ils reviennent, c'est hyper interactif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de regarder mon écran. En fait, en général, je ne prépare même pas le partage parce qu'en fait, c'est eux qui vont venir, qui vont partager leur écran en disant « Attendez, madame Hidrocan, moi j'ai vu que ça ne devrait pas faire ça. Moi, je suis certain que ce n'est pas mes flous-là. » Puis des fois, voilà, c'est des ajustements, c'est des… ça, voilà, je propose toujours, c'est un peu compliqué au gérer, mais au process de formation, on s'arrange, donc on fait un bout avant et on fait un bout après. Moi, je trouve que ça, c'est qui fonctionne bien. Et après, on arrive du coup sur la mise en production. Le jour de la mise en production, alors moi, pareil, j'ai une astuce, le jour de mise en production, pour moi, c'est un mardi. En disant, j'ai un client qui m'a dit, Madame Hidrocan, qui fait les mises en production mardi? Et moi, je fais lundi. Moi, je l'ai fait mardi parce que je trouve qu'il est plus facile de solliciter les équipes techniques la veille, que ce soit un lundi et pas un dimanche. Il est plus facile de refaire des mails, refaire le tour des équipes un lundi en disant est-ce que c'est bon pour vous, ça commence demain, on rappelle, il n'y a pas le week-end qui est passé. Et voilà. Et j'en ai un client qui n'a pas voulu aller mardi, bon, il a travaillé dimanche, tant pis, mais les autres, voilà, ils le comprennent très bien et je trouve que voilà. Ouais, et puis le lundi, généralement, tu as un pic d'appel le lundi matin parce que les gens, ils veulent appeler pour un souci. Donc, il vaut mieux pas tomber lors d'un pic d'appel du lundi, quoi. Voilà. Et puis, voilà, ce planning, je trouve qu'on a une phase de VSR, donc là on a parlé, donc on va ajuster un petit peu, on a parlé un petit peu en amont qu'on va ajuster ce qui va se passer au niveau des fonctionnalités, peut-être faire encore quelques réunions puis on voit des superviseurs aussi pendant cette partie post-mise en production, comme je disais, pour la deuxième partie de formation. Voilà, je trouve que ce planning représente bien notre approche projet, c'est-à-dire qu'elle est progressive, elle est sécurisée, elle est surtout centrée sur l'adoption de l'outil par les équipes. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, c'est parfait. Donc, sur les KPI, là, j'en ai listé quelques-uns, donc le quantitatif et le qualitatif. Et il faut noter en fait qu'en complément de cela, on a un service de CSM qui permet en fait d'analyser vos KPI, c'est-à-dire que après la mise en production, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, on peut organiser donc 2 fois par an une analyse de vos indicateurs. Et là, en fait, tout simplement, on va chercher dans les tréfonds de vos données et on va faire parler les données. Par exemple, si vous avez un message qui indique que l'appel ne va pas être traité, à bout de 5 minutes, et ben en fait, on peut aussi se dire, tiens, les clients, en fait, ils rappellent systématiquement, ou alors le temps d'attente, finalement, il était de 5 minutes 30 ou 6 minutes. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de mettre le message de dissuasion à 6 minutes au lieu de 5 minutes? Comme ça, en fait, des clients qui veulent attendre et qui rappellent, finalement, autant les servir. Alors, on fait des petites analyses comme ça poussées avec nos experts du service technique. Alors, on arrive à la fin du webinaire, on a un petit peu débordé. Ce qu'il fallait retenir, c'est qu'il fallait anticiper et bien préparer son évolution pour passer à une solution de centre de contact moderne qui intègre l'IA. Intégrer bien sûr toutes les parties prenantes, TSI, métiers, utilisateurs et pourquoi pas les clients. Et que c'est vraiment un projet informatique qui est organisationnel et humain. Donc en fait, on va vraiment pouvoir retravailler ces 3 éléments-là. Et bien entendu, nous, Eloquent, et nos partenaires sont à votre disposition pour vous accompagner. Donc on vous a préparé un petit plan d'action, l'analyse des limites actuelles de l'outil, l'expression de besoin. Donc l'expression de besoin, ce n'est pas forcément le cahier des charges, c'est vraiment l'expression de besoin, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le changer,
convaincre sa direction, nommer un chef de projet, finaliser le cahier des charges, faire la shortlist, si possible avec Eloquent, et à ce moment-là, donc faire le choix du prestataire et ensuite lancer le projet. Donc j'espère que vous avez passé un très beau moment. En tout cas, nous, on s'est bien amusés et on vous donne rendez-vous lors d'un prochain webinaire. À bientôt. Merci.